Nous savons donc maintenant modéliser l'inertie pour un phénomène de translation, mais aussi pour un phénomène de rotation quelconque. Il nous reste donc à déterminer, pour pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique, il nous reste donc à savoir déterminer le torseur dynamique. Et pour cela, nous allons passer par une étape intermédiaire, le torseur cinétique. Le torseur cinétique, il va traduire la quantité de mouvement, c'est-à-dire la vitesse portée par la quantité de matière. On obtient donc sa résultante en intégrant la vitesse de chaque point m pondéré par sa masse dm sur l'ensemble de notre solide. Et pour le moment cinétique, on intègre quoi? La vitesse, produit vectoriel, le vecteur AMI en intégrant l'ensemble des points MI pour avoir le torseur en A. Donc cette forme, clairement, ne sera jamais utilisée. On n'utilise pas les définitions par l'intégrale. Ce qu'on va utiliser pour la résultante cinétique, par contre, c'est simplement que la résultante cinétique de S par rapport à R, puisque l'on parle de quantité de mouvement, nécessairement c'est d'un solide par rapport à un autre repère, voire référentiel si on associe le temps. Et donc la résultante cinétique sera la masse du solide fois la vitesse du centre d'inertie du solide par rapport à notre repère référent, donc notre référentiel. Le moment cinétique, lui, quelle est la forme que nous allons utiliser pour le calcul? C'est simplement que le moment cinétique en A, de S par rapport à R, est égal à la matrice d'inertie du solide S en A appliquée au vecteur vitesse de rotation instantanée, plus la masse de S, AG vectorielle, la vitesse de A par rapport à R, donc sous-entendu de A appartenant à S. Donc cette forme, c'est la forme générale pour calculer le moment cinétique. Mais en réalité, quelles sont les deux formes que vous allez utiliser cette année? Eh bien, les deux formes que l'on va utiliser, puisqu'on a ce terme-là qui est un petit peu plus calculatoire et qui peut entraîner des erreurs, c'est si je me mets au point G ou si je me mets au point A fixe dans le mouvement de S par rapport à R. Si je me mets au point G, ici j'ai le vecteur GG, c'est-à-dire le vecteur nul, ce terme disparaît. Si je me mets en un point A fixe, par exemple appartenant à un axe de rotation, la vitesse de A appartenant à S par rapport à R devient nulle, donc ce terme disparaît. Ainsi, j'ai deux formes très simples, faciles à connaître. C'est le moment cinétique du centre d'inertie correspond à la matrice d'inertie de G en G de S fois la vitesse de rotation de S par rapport à R, ou bien en un point A fixe, la matrice d'inertie de S en A appliquée à la vitesse de rotation instantanée de S par rapport à R. Ce qui nous donne donc une forme assez simple pour obtenir le torseur cinétique, c'est m fois la vitesse du centre d'inertie dans le mouvement de S par rapport à R, et la matrice d'inertie de G en G de S, appliquée à la vitesse de rotation instantanée de S par rapport à R, et ça nous donnera le torseur cinétique en G. Et ça, c'est easy. Maintenant, pour avoir le torseur dynamique, ce qu'on pourrait démontrer, c'est que la résultante dynamique, on l'a déjà vu, en fait, c'est la dérivée. Donc j'ai changé la notation de la masse, mais c'est la dérivée de la résultante cinétique. J'ai donc la résultante dynamique qui est égale à la masse de mon système fois l'accélération du centre d'inertie du système par rapport au référentiel considéré. Et le moment dynamique, c'est quoi? C'est la dérivée du moment cinétique par rapport au temps, par rapport à mon référentiel, plus la masse du solide fois la vitesse du point A du mouvement de S par rapport à R, vectorielle la vitesse du centre d'inertie de S par rapport à R. Alors S peut désigner mon ensemble sigma ou un simple solide, peu importe, c'est un solide. Mais ce terme devient nul si je me positionne encore une fois en A, un point fixe, ou en G, le centre d'inertie. Ce qui me donnera alors deux expressions très simples. Le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique si je suis en A, un point fixe, ou si je suis en G, le centre d'inertie. D'accord? Alors, entraînons-nous, on reprend notre exemple et on imagine cette fois-ci que ce solide est en rotation autour de l'axe OZ, c'est-à-dire autour de cet axe-là. Donc on peut imaginer qu'ici on a une liaison pivot, d'accord?
et on a un moteur qui va entraîner cette pièce, et donc déterminer le torseur dynamique dans ce cas de figure. Alors, pour réaliser cet exercice, nous avons besoin des résultats obtenus précédemment. Donc déjà, rappelons que la position par rapport au point O du centre d'inertie global peut être paramétrée de la manière suivante: 0, YG, ZG, exprimé dans la base B1. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une composante suivant Y et suivant Z dans la base associée au cylindre, puisque le cylindre est en rotation. Il est pratique d'exprimer ça dans la base du cylindre. Enfin, le cylindre, la pièce avec excentrique est en rotation. Et donc, je n'ai pas besoin forcément d'exprimer ces deux composantes, je les ai exprimées dans une vidéo précédente, celui sur les centres d'inertie. Donc, j'ai oméga, je suis en rotation autour de l'axe OZ, donc j'ai oméga de S par rapport à R qui est égal à 0, 0, oméga dans la base B1 ou dans la base B, puisque les bases B et B1 partagent le même vecteur Z. D'accord? Je vais donc avoir bien évidemment la vitesse obtenue assez facilement par l'utilisation de la relation de Varignon. Pourquoi je parle de la vitesse? Puisque je vais chercher l'accélération, car mon torseur dynamique de S par rapport à R sera égal à la masse totale fois l'accélération du centre d'inertie appartenant à S par rapport à R et à la dérivée de I de G, I de O, pardon, on va se mettre au point O, on l'a déjà déterminé cette matrice, O étant un point fixe, I de O de mon solide S, appliqué à la vitesse de rotation instantanée de S par rapport à R, sur dt par rapport à R. Et ça me donnera en haut mon torseur dynamique. Très bien. D'accord? Ici, je dérive le moment cinétique en un point fixe. Et ici, je fais la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Donc, je calcule l'accélération du centre d'inertie. Pour ça, je vais calculer la vitesse du centre d'inertie de S par rapport à R. Ce qui va me donner la vitesse du point O appartenant à S par rapport à R, plus GO vectoriel oméga de S par rapport à R. Ici, on a vecteur nul, moins 0 YG ZG, vectoriel 0, 0 oméga. Ce qui va me donner moins YG oméga suivant X1. À chaque fois, ici, mes vecteurs sont exprimés dans la base B1. Je vous laisserai revérifier ce résultat si vous le souhaitez. Maintenant, je cherche l'accélération du centre d'inertie dans le mouvement de S par rapport à R. Je vais donc devoir dériver moins YG oméga X1 sur dt par rapport à R, constitué donc du point O qui est fixe et de la base B. Je vais donc avoir deux termes. J'ai moins YG oméga point suivant X1. D'accord? Moins YG oméga appliqué au vecteur oméga de S par rapport à R vectoriel X1. Alors d'où viennent ces deux termes? J'ai ici la dérivée des termes qui sont devant X1 appliqués à X1 plus les termes qui sont devant X1 fois la dérivée de X1. U'V plus UV'. D'accord? Et ici, c'est la dérivation d'un vecteur unitaire. Je vous renvoie à votre cours de l'année dernière de cinématique. Ce qui va me donner au final, moins YG oméga point suivant X1, moins YG oméga carré suivant Y1. J'ai donc l'accélération de mon centre d'inertie. Ce qui me permet donc
d'avoir la résultante m fois moins YG oméga point x1 moins YG oméga carré y1. Et ici, je vais devoir calculer le moment dynamique en O de S par rapport à R pour l'avoir en O. J'ai donc ici ma résultante dynamique. Maintenant, calculons le moment dynamique. D'accord? Donc, je reprends ma matrice d'inertie I en O de S. Je n'ai pas besoin de tout réécrire, je vais simplement mettre A0 de S, A en O de S, B en O de S, C en O de S, et ici j'avais du moins D en O de S, 0, 0, 0, 0, moins D en O de S. C'est ce que nous avions déterminé lors d'une vidéo précédente. Je vais donc chercher mon moment cinétique. J'applique donc cette matrice à mon vecteur vitesse de rotation instantanée. Zéro, 0, oméga. Ce qui va me donner mon résultat 0 moins DOS oméga et bien sûr COS oméga. D'accord? Et ça, c'est exprimé dans la base B1. B1, pourquoi? Parce que sinon, ce terme va varier. Ces termes pourraient varier puisque l'intégrale va varier exprimée dans la base B. D'accord? Donc j'obtiens ça dans la base B1. J'ai donc maintenant besoin de dériver ce vecteur pour obtenir tout simplement le terme que je cherche. Je vais donc devoir dériver pour obtenir le moment cinétique, le moment dynamique en O de S. Je vais devoir faire la dérivée par rapport au temps de moins DOS oméga Y1 plus COS oméga suivant Z1. Tout ça par rapport à R. Je me retrouve donc dans le cas de figure où j'ai mon moins DOS oméga point suivant Y1 moins DOS oméga carré suivant x1, donc c'est du u'v plus uv' pour ce terme-là, plus COS oméga point suivant Z1. Alors pourquoi est-ce qu'ici je n'ai qu'un seul terme? Parce que je fais mon u'v, u' ça me donne donc COS, c'est une constante, oméga point, j'ai dérivé oméga fois sur Z1, mais la dérivée de Z1 par rapport à R est nulle puisque Z1 est l'axe de rotation de R1, c'est-à-dire du solide, par rapport au repère de référence. Je n'ai donc pas de dérivée de Z1 qui apparaissent. Et j'ai donc maintenant mon moment dynamique. J'obtiens donc tout simplement le torseur. Je vais compléter on peut compléter la feuille qui est ici, mais c'est la même chose. J'ai le moment dynamique qui est ici et j'ai la résultante dynamique qui est là. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que puisque ce torseur est égal au torseur des actions mécaniques extérieures en O, ça signifie que lorsque mon excentrique tourne autour de l'axe OZ, pour qu'il tourne avec une accélération oméga point
accélération angulaire oméga point et à la vitesse oméga, je vais devoir fournir le couple suivant Z, C0S oméga point, et je vais ressentir dans ma liaison pivot qui guide mon excentrique en rotation, je vais ressentir ces couples-là en haut, et je vais ressentir les actions mécaniques suivantes en haut, les forces suivantes. Pourquoi est-ce que je ressens des forces? Eh bien, je ressens des forces suivant X1 et Y1 parce que c'est un excentré. D'accord? Ça représente un balourd, ce disque induit un balourd sur mon système, ce qui va causer des vibrations dans le système. Vibrations que je vais ressentir sous la forme de force et de moment.